cette seconde moitié du XXe siècle, l'Éthiopie s'est transformée. L'armée éthiopienne est devenue l'une des plus puissantes de l'Afrique. Elle fournit l'un des plus importants contingents de casques bleus de l'ONU. L'aéroport d'Addis Abeba, carrefour international, accueille les jets du monde entier. Une nation moderne est née. Haïlé Sélassié Ier, lion vainqueur de la tribu de Juda, élu de Dieu, empereur d'Éthiopie, de tous les chefs d'État celui qui est au pouvoir depuis le plus longtemps, vient en personne accueillir ses grands visiteurs. Pour les Éthiopiens, accueillir, c'est chanter, c'est danser, c'est révéler aux visiteurs cette âme cachée, secrète, qu'ils ne devineraient pas autrement. C'est donner son amitié, sa confiance à celui que l'empereur traite en ami. Mais cette démonstration, qui témoigne d'abord de l'obéissance du pays à son chef, donne dès l'arrivée la clé du thème éthiopien. Nous sommes en monarchie, une monarchie codifiée par une constitution. L'empereur règne par droit divin sur un pays totalement hiérarchisé. Aux yeux du monde occidental, cette structure peut sembler archaïque et précaire. Elle correspond pourtant à l'enracinement du peuple éthiopien. L'originalité de ce régime séculaire, c'est de vouloir créer un monde neuf. Addis Abeba, ville récente fondée sous Ménélique II, veut devenir une ville moderne. Les Éthiopiens sont très pieux, souvent jusqu'à l'extrême dévotion. La vie religieuse joue ici un rôle de premier plan. L'Église, longtemps rattachée au patriarcat copte d'Alexandrie, a maintenant son propre patriarche. Intimement liée à la monarchie, la hiérarchie religieuse occupe une place privilégiée. Et parmi les castes qui constituent la société éthiopienne, celle des prêtres est avec celle des militaires la plus importante. Pays de culture et de tradition essentiellement chrétienne, l'Éthiopie bénéficie d'une langue écrite originale, unique en Afrique, l'amharique, au regard de laquelle la langue sacrée, le guèze, joue le rôle de latin. Voilà donc cette vie traditionnelle qui doit s'adapter au monde nouveau, qui doit vivre dans le décor que le XXe siècle plante dans tous les pays neufs, qui doit apprendre cet espéranto architectural et culturel qui accourt dans toutes les capitales du monde. Au milieu des quartiers d'habitation traditionnels, on bâtit à la hâte. Et bientôt ce ne sont plus que des îlots du passé qui s'insèrent entre les buildings. Pour mieux comprendre l'Éthiopie, c'est à M. Petrides, historien, que nous avons demandé d'en tracer le portrait. Ce pays est une énigme posée aux historiens du monde entier depuis Homère. Voilà un pays qui est en Afrique et qui pourtant n'a rien d'africain ou presque rien d'africain. Alors que tous les Africains ont été soumis aux jougs étrangers, les Éthiopiens ont su rester indépendants et libres pendant plus de 3000 ans. Là où les Africains sont hamites, les Éthiopiens sont sémites. Là encore où les Africains sont animistes ou musulmans, les Éthiopiens sont chrétiens. Aujourd'hui, l'Éthiopie étant restée le seul des 4 ou 5 royaumes et empires qui existaient à la naissance du christianisme, on peut dire que l'Éthiopie est le plus vieil empire chrétien du monde. Monsieur Petrides, quels sont les liens qui vous unissent à cette Éthiopie que vous connaissez si bien?
Eh bien, étant au service du gouvernement impérial depuis 32 ans, j'ai pu être mêlé à beaucoup d'événements, j'ai pu connaître beaucoup de personnalités et je suis arrivé à une certaine connaissance de ce pays qui m'a permis d'écrire plusieurs livres sur son histoire. La constitution éthiopienne donne le roi Salomon comme origine de la famille impériale. Pourquoi? La légende lui attribue plus de 3000 ans d'existence. Et son histoire se confond avec l'histoire du pays même. Son point de départ, c'est l'histoire de la reine de Saba qui, ayant entendu parler de la sagesse du roi Salomon, désira aller le rencontrer. Makeda, reine de Saba, fait pour cela un long voyage. Arrivée à Jérusalem, elle est séduite par la munificence et le luxe et envoûtée par la science du souverain. Au bout de quelques mois, elle se convertit au judaïsme. À la veille de son départ, le roi qui désire un enfant d'elle l'invite à partager un festin fort épicé, à l'issue duquel il lui propose de coucher au palais, dans la chambre royale, en tout bien tout honneur. Se méfiant du tempérament impétueux de son hôte, la reine de Saba lui fait jurer de respecter sa virginité. Le roi rusé accepte, en échange de la promesse, que la reine ne prendra aucun objet qui ne lui appartienne. Au milieu de la nuit, les épices faisant leur effet, la reine a soif et s'empare d'un verre d'eau. Le roi la prend sur le fait, contrat rompu, et l'entraîne sur sa couche. Au moment de son départ, il remet à la reine un anneau qui lui fera connaître le fils qu'il attend d'elle et qui deviendra Ménélique Ier. Ce garçon, à l'âge de 15 ans, est retourné à Jérusalem, où il a été reconnu et oint par Salomon. De retour en Éthiopie avec un groupe de 12 jeunes Israélites représentant les 12 tribus, il a succédé à sa mère et il a fondé la dynastie dite salomonienne. Ça se passait vers l'an 950 avant Jésus-Christ. Makeda, reine de Saba, fondatrice de dynastie, inspiratrice de rêves, est-elle présente aujourd'hui? Nous sommes allés le demander à Afewerk Tekle, jeune peintre qui représente avec autorité l'esprit nouveau de l'Éthiopie. En tant qu'artiste, j'ai longtemps cherché à retrouver en quelque endroit que j'aille cette inspiration dont la source reste constamment la légende de cette reine merveilleuse qui était la reine de Saba. La légende